Votre club de la presse européen. Jeudi dernier, sur l'antenne de BFM TV, Isabelle Aleno, vous savez, c'est la maman d'Antoine Aleno, fauché par un chauffard en mai dernier. Isabelle Aleno réclamait la création d'un homicide routier. Voilà, c'est que l'affaire Palmade vient de réveiller en elle des blessures encore douloureuses. Son fils, c'est un homme ivre qui le lui a pris. Eh bien, elle veut, Isabelle Aleno, et des associations derrière elle plaident aussi pour plus de fermeté envers les accidents mortels dus à l'alcool et la drogue. Eh bien, Gérald Darmanin semble sur le point d'exaucer son vœu. Le ministre de l'Intérieur annonçait hier dans le journal du dimanche travailler à renommer ce qui est actuellement qualifié par la loi de simple homicide involontaire, catégorie un peu floue, un peu vaste, regroupant tout un tas de choses. Voilà, le ministre envisage aussi le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stup ou alcool. On en parle ce matin avec nos deux plumes du jour. Bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour. Chroniqueur politique, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Olivier. Charlotte Dornelas est avec nous aussi, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Alors Charlotte utilisait le terme d'homicide routier plutôt qu'homicide involontaire, qui est donc un cas un peu général. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? On sait qu'il y a cette pression des familles pour dire involontaire. C'est insoutenable ce mot quand on a perdu un fils, un frère, une mère, sa compagne, à cause d'un chauffard qui avait bu un coup de trop ou qui s'était drogué. De toute façon, quand vous êtes victime devant la justice, honnêtement, tout le vocabulaire est insupportable. On vous parle de classement sans suite, on vous parle de non-lieu, comme si les choses n'avaient pas lieu. Donc le vocabulaire judiciaire est assez rigide par la force des choses et assez peu rejoint assez peu l'émotion légitime pour le coup des victimes. Ça c'est vrai tout le temps. Maintenant la question c'est en effet qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'on comprend bien que l'homicide involontaire pour quelqu'un qui a consommé de la drogue ou de l'alcool avant de prendre le volant, c'est-à-dire avec une responsabilité engagé, le mot involontaire est insupportable dans la mesure où c'était prévisible que la consommation de drogue ou d'alcool entraîne ces conséquences-là. Mais ça, ce sera de toute façon, quel que soit le mot changé dans le code pénal, à l'appréciation du juge, quel est le lien de cause à effet, quelle est l'intentionnalité de l'homicide. Et il est difficile de lier le fait d'assumer les conséquences de la prise d'alcool et de volant derrière au fait de vouloir tuer. C'est deux choses que la justice ne peut pas examiner de manière automatique à chaque fois. Donc j'ai peur que je comprends très bien ce qui pousse des victimes à réclamer une autre qualification parce que celle qui est actuelle est lourde à entendre. Maintenant, de la part du ministre, j'ai peur qu'il réagisse en l'occurrence à l'affaire Palmade, mais que dans les faits et dans les tribunaux, ça ne change vraiment pas grand-chose. Alors, on peut voir aussi que quelque part aussi, il peut chercher aussi à s'approprier ce qui est une proposition de loi qui est déjà à l'Assemblée nationale, soutenue par un groupe d'ailleurs transpartisan. Depuis novembre 2022, il y a sur la table à l'Assemblée cette idée de créer cet homicide routier, Olivier d'Artigol. Oui, le texte existe. Je suis d'accord avec Charlotte. La qualification juridique fait trop souvent peu écho à la souffrance des familles et des victimes. Mais pour autant, il faut savoir garder la tête froide dans ces moments-là en faisant la part entre le judiciaire et l'émotion légitime. C'est une vieille demande des associations. Moi, ce que j'aurais aimé, parce que je vois quand même un peu un exercice de communication ce week-end du ministre de l'Intérieur, j'aimerais aussi parfois entendre le ministre de la Justice. C'est nous faire un point sur la loi actuellement et son application. Parce que vous avez fait un décryptage dans votre matinale ce matin en nous disant que pour les peines retenues aujourd'hui, l'exécution de ces peines était très faible par rapport en durée d'emprisonnement, par rapport à la gravité des faits. La théorie, je rappelle, c'est 5 ans de prison, 75 000 € d'amende en cas d'homicide involontaire pendant la conduite d'un véhicule terrestre 10 ans à moteur. S'il y a une récidive, je crois. Voilà. Et puis après, il y a la vraie vie de l'application des peines qui est souvent à très très loin des chiffres que l'on vient de donner. Donc, est-ce qu'on peut avoir un état des lieux de la loi? Ce texte existe, il est en effet transpartisan. Le ministre de l'Intérieur veut aller un peu plus vite, mais ça lui arrive de temps en temps. C'est 600 accidents mortels dus à l'alcool ou la drogue chaque année en France. Et quelque part, on peut aussi se faire la remarque suivante. Il faut attendre que Pierre Palmade tue quelqu'un sur la route pour qu'on se saisisse enfin de cette affaire. Et là, on retrouve une vieille mécanique française, un fait divers, une loi, Charlotte Dornelas. Oui, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, même dans l'affaire Palmade, on a beaucoup dit cette semaine qu'initialement, on a parlé plus de Pierre Palmade que de ses victimes, ce qui était parfaitement vrai dans le réflexe, on va dire, initial. Mais on a aussi parlé de ses victimes, des victimes de Pierre Palmade, uniquement parce que c'était Pierre Palmade. Il y a des
dizaines et des dizaines de familles dont on n'entend jamais parler, qui se débattent avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui, notamment toute l'enquête. Vous savez, d'ailleurs, c'est Yannick Aleno, donc le père d'Antoine Aleno, qui avait dit au moment de la mort de son fils, mais je découvre le parcours des victimes. Lui, grâce à son nom, entre guillemets, il avait, grâce à son entreprise, il avait une aide juridique, une aide, toutes ces aides-là, une aide administrative. Il a dit, mais les familles, c'est un cauchemar. Pendant des jours et des jours, ils se battent pour récupérer le corps de leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qu'on n'imagine même pas. Oui. Ce que vivent les familles de victimes. Ah oui. Maintenant, en effet, la question, c'est, on a déjà un code pénal, d'ailleurs, ça provoque en permanence des fossés entre ce qui est dit médiatiquement et ce qu'est la réalité. On nous dit en permanence, nous sommes un pays répressif. C'est vrai dans le code pénal, ça n'est pas vrai dans les faits. Oui. Parce que quand on dit, il y a une réponse pénale... Oui, on a aussi, normalement, la politique pénale anti-drogue, la plus sévère d'Europe, la plus répressive. Mais parce que quand vous lisez le code pénal, en effet, vous n'avez pas envie de consommer de la drogue. Ensuite, vous commencez à en consommer, vous avez affaire une fois aux policiers qui vous entendent dans le cadre de on va faire tomber un réseau, vous êtes consommateur, vous êtes entendu librement, vous ressortez librement et vous vous dites ah bon bah c'est bon en fait. Donc il y a les services de police et de justice sont absolument dépassés, à la fois par l'absence de volonté politique, c'est vrai, et par l'ampleur de la consommation. Olivier d'Artigol. Il était bien sûr un premier temps médiatique consacré quasi intégralement à Pierre Palmade. Oui. Ces dernières années, son itinéraire. Moi, j'étais très heureux de pouvoir entendre l'avocat de la famille. Et beaucoup de personnes ont pu nous dire parler de la famille. Maître Batik, parce qu'il y avait un déséquilibre qu'on peut comprendre au début, mais qui s'est un peu après arrangé. Et bien sûr, cette actualité terrible, Palmade, permet de réécouter des chemins de souffrance pour des familles qui ont vécu cette horreur il y a quelques années ou plus récemment, pour en effet le sentiment d'être isolé, peu soutenu, peu aidé dans des démarches qui sont très lourdes. Que pensez-vous, tiens, Olivier d'Artigol, vous gardez la parole, de cette précision supplémentaire apportée par Gérald Darmanin. Donc il y a cette histoire d'homicide routier. Et les points. Et puis, alors voilà, il y a aussi... et on retrouve la logique gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Oui. Cette philosophie qu'il appliquait à l'immigration. Là, il dit, le ministre, dans un tweet hier matin, je veux supprimer les retraits de points pour excès de vitesse de moins de 5 km/h, être plus compréhensif envers ceux qui travaillent. Et à l'inverse, je veux retirer le permis de ceux qui conduisent sous drogue ou alcool car ils sont des dangers en puissance. Aujourd'hui, vous perdez 6 points si vous soufflez dans le ballon ou que vous avez été pris en train d'avoir fumé du cannabis, vous perdez 6 points. Là, vous perdrez automatiquement votre permis. Combien de Français vont perdre leur permis avec si cette nouvelle disposition s'applique ? Il y a deux dimensions. Vous les perdiez dans l'intégralité sur une récidive et 6 points en effet. Et il y a en effet ces dépassements de peu. Oui. Pour des personnes, ça fait écho à la France de ceux qui ne peuvent pas se priver de la voiture. Oui, mais je vous avouerai que moi je ne comprends pas. La loi, c'est la loi. Si c'est 50 km/h, c'est pas 52, c'est pas 53. Il y a bien sûr des personnes, pour des petits dépassements, des micro-dépassements de plus de 5 km, qui, au bout de quelques mois ou quelques semaines, si le sort s'acharne, peuvent véritablement perdre leur emploi. Vous savez comment ça se passe, la voiture je suis bien placé. Oui, je le sais personnellement, en plus, pour vous dire, sur les petits dépassements. Bon, il faut en effet respecter les limitations de vitesse. Vous avez combien de points, Olivier ? Non, mais ça se rattrape. Et d'ailleurs, les stages pour rattraper des points sont un joli condensé de la société française dans ce qu'on peut observer. Mais je trouve que le ministre de l'Intérieur fait quand même une communication assez facile. Parce que bien sûr, ça va être très apprécié par toutes celles et ceux qui nous écoutent que de ne plus perdre ces points pour du micro-dépassement. Et tout ce qu'il dit, bien sûr, coule de source. Quoique, il faudrait vraiment voir ce qu'en pensent les spécialistes de la sécurité routière. Parce qu'on a gagné des points sur les dernières années en termes de sécurité routière. Il ne faudrait pas en perdre. Oui. Charlotte Dornelas, non, mais je pense qu'en effet, alors moi, je suis plutôt assez d'accord avec lui, avec sa proposition. C'est autre chose de dépasser 2 ou 3 kilomètres, quitte à avoir toujours une amende, mais pas encombrer encore un peu plus des gens qui ont vraiment autre chose à faire que de traiter ça. Et en revanche, être absolument intransigeant quand vous consommez drogue et alcool. Parce que la vérité, c'est que prendre son volant avec trop d'alcool dans le sang ou même de la drogue dans le sang, ça arrive à énormément de gens. Et il faut bien, même dans la prévention, dire voilà ce que vous risquez. Imaginez le jour où vous avez bu un verre de trop, vous dites ça va passer parce que ça passe toujours, et vous vous réveillez, vous avez tué 2 enfants. Mais plus les conduites sans permis dans notre pays. Leur vie
et la vôtre. Donc ça, moi, ça me choque pas. Ah tiens, un propos de conduite en état d'ivresse. Nous partons tout de suite à l'Assemblée nationale. Je vous fais réécouter, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si seulement je vais c'était vous la faire raison. réécouter les derniers instants du débat vendredi soir. Donc c'était sur le coup de minuit. Yael Braun-Pivet au perchoir. Conformément à l'ordre du jour arrêté ce matin, nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi. La séance est suspendue. Vous vous rendez compte, il est minuit. Après 2 semaines de débat, l'ambiance est encore absolument houleuse. Alors pourquoi je parlais d'alcool? Parce que ce matin, le journal Le Parisien, Olivier d'Artigol, peut-être avez-vous lu l'article, nous fait le récit de ces 15 jours de débat. Alors apparemment, on a frisé la bagarre, l'empoignade physique à plusieurs reprises. Je vous épargne les multiples insultes très grossières professées par certains élus. Alors apparemment, ça descend plutôt bien à la buvette. On se plaint au service de la buvette, il faudrait embaucher parce qu'on n'arrive pas à servir tout le monde. Il y a de la pénibilité certainement des fonctionnaires à l'Assemblée nationale puisqu'il faut recruter afin de faire face à une législature et une mandature où il semblerait que ce lieu soit plus fréquenté qu'il y a quelques années. Bon, moi je vais vous dire quelque chose, je suis un passionné de politique. Oui. Je ne voulais pas parler d'alcool à l'Assemblée. Et un passionné de vie parlementaire. Oui. J'ai énormément souffert au cours des derniers jours. Qu'est-ce qui vous a le plus fait C'est-à-dire souffrir ? que cette situation chaotique, le fait que le débat ne puisse pas s'installer, se nourrir, se développer, le fait qu'on ne puisse pas examiner à l'Assemblée le cœur même d'une réforme. C'est la faute des insoumis, Olivier d'Artigol. Non, les fautes sont partagées. L'outil législatif choisi par le gouvernement déjà mettait la pression. Cet exercice de pédagogie gouvernementale où ils se sont vautrés tous les 2 jours sur les thèmes qu'ils essayaient de défendre. Et puis, bien évidemment, une responsabilité forte d'une partie des insoumis, pas de l'ensemble du groupe, qui, face à l'ensemble d'intersyndicats et à l'ensemble des autres sensibilités de la NUPS, maintient coûte que coûte une stratégie qui est allée au mur, puisque le gouvernement s'en sort très bien. On ne saura pas s'il y avait des députés LR disponibles pour ne pas voter cette loi. Ça part au Sénat sans que l'Assemblée n'ait eu, au final, son mot à dire dans le texte. Alors, au chapitre des anecdotes croustillantes, Olivier Dussopt, il a été sévèrement attaqué pendant 15 jours. Il a été surpris en train de faire une grille de mots croisés un moment pendant un débat. Le gouvernement s'en sort pas trop mal, dit Olivier d'Artigol. Charlotte Dornelas, vous êtes d'accord? Parce que quand même, il a été en défense sur tous les sujets. Je veux dire, les polémiques sur les femmes, la retraite à 1 200 €, pas clair, etc. Oui, mais alors il faut bien se dire une chose, c'est que nous on a suivi le débat comme personne ne l'a suivi, je pense, dans ce pays, parce que c'était un exercice pénible, on va pas se mentir, d'essayer de suivre les débats derrière la forme absolument insupportable pendant ces débats-là. Donc à la fin, qu'est-ce qui reste? Il reste des gens qui se sont opposés, des gens dont on comprend plus rien, à savoir les LR, parce qu'il n'y en a pas 2 qui ont l'air d'accord sur le principe même du texte, et un gouvernement. C'est ça, et un gouvernement qui aura ou non une réforme. Mais je peux vous assurer que plus personne ne se souviendra ce qu'il devait y avoir dedans initialement ou pas. Et donc à la fin, c'est est-ce que Emmanuel Macron aura réussi à réformer ou pas? Il peut avoir une réforme absolument vidée de sa substance. C'est tout ce qui restera à cause de la manière dont sont passés les débats. Donc est-ce qu'il perdra ou pas? Ça dépend si cette réforme, in fine, passe ou pas. Alors rendez-vous le 2 mars au Sénat. C'est là que reprend l'examen du texte. Ça va durer 10 jours. Le 12, c'est terminé. Puis commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs. Et on se met d'accord sur la version définitive du texte. Tout ça pour ça. Commission mixte paritaire où le camp présidentiel et LR sont largement majoritaires. Un retour à l'Assemblée, mais sans débat. Un vote sec ou pas. Possibilité de sortir le 49.3 puisque nous sommes sur un texte budgétaire. Mais Laurent Berger face à Sonia Mabrouk a dit quelque chose d'important aujourd'hui, c'est que ça signera pas la fin du match, de la partie. Il peut y avoir un ressentiment terrible dans le pays. Oui, il a cité notamment les mesures de transition énergétique, etc. Oui, bien sûr. Les résistances qui peuvent s'installer dans le pays. C'est un temps parlementaire, mais il faut bien mesurer, ça je le ressens beaucoup, qu'on reste sur une société française cocotte minute, que rien n'est réglé de ce qui était à l'origine des Gilets jaunes. Donc c'est un poison, des questions de pouvoir d'achat, d'inflation. Et le fait que ça puisse se conclure comme ça à l'Assemblée peut créer une situation dans le pays d'un ressentiment inégalé. Un poison à effet lent, finalement. Mais je pense que c'est même pas, à vrai dire, le fossé qui s'est créé. C'est-à-dire que cette colère dont vous parliez, le ressentiment des Gilets jaunes, et même aujourd'hui dans les manifestations de la réforme des retraites, le discours général, ces gens, on n'en peut plus de rien. En réalité, c'est la réforme des retraites, ça aurait pu être autre chose. C'était la même chose, c'est-à-dire on nous demande tout le temps des efforts par des gens qui n'en font pas, qui ne comprennent rien à nos vies, qui accumulent les efforts réclamés sans jamais remettre en ordre, on va dire, ce qui ne fonctionne pas par rapport à notre quotidien.
Et ça, réforme ou pas, à mon avis, c'est même pas lié. Enfin, je veux dire, le ressentiment n'est même pas lié à ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, au débat. Tout le monde a lâché l'affaire depuis quelques jours. Les gens vont manifester pour s'opposer par principe, mais quelle que soit la manière dont finit ce débat, cette colère-là, en fait, elle est quotidienne dans leur vie. Donc, peu importe le débat, finalement, qui se passe à l'Assemblée. Je pense qu'il y a un fossé entre les deux qui n'a cessé de s'amplifier ces dernières années. Donc, ce débat-là, un peu plus, un peu moins, j'ai envie de dire. Eh bien, quel diagnostic vous nous avez dressé l'un et l'autre. Merci, en tout cas, d'être venu sur Olivier d'Artigol. Le texte peut peut-être être retiré si le gouvernement fait preuve d'un peu de sagesse. Vous pouvez terminer sur une tonalité d'optimisme. Une suggestion, en tout cas, une suggestion. Merci Olivier d'Artigol, merci Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonne journée tous les deux.